Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu es actuellement. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur la scène politique entre la France et puis euh, tout ce qui se passe au Sahel, en tout cas tout ce qui se passe sur, en tout cas, les anciennes colonies françaises. Et je suis jusqu'à aujourd'hui estomaqué de voir que la population française malgré les multiples atrocités, malgré la condescendance d'une politique paternaliste que la France est en train de mener à travers des pays souverains d'Afrique, pour la population française, ils sont juste indifférents. Et je suis même jusqu'à être estomaqué de voir que certains médias font passer des soi-disant élus politiques, des diplomates politiques sur leur plateau en train de s'exprimer sur les pays africains mais de manière à la limite, voire euh, avoir même des paroles, des pensées esclavagistes, colonialistes, mais pour le public français, ben, c'est comme si c'était normal, quoi. Franchement, je ne comprends pas ce qui arrive avec cette jeunesse française. C'est incroyable. Quand on a des dirigeants politiques qui s'expriment de la sorte, j'avais fait une vidéo dans le passé. Et je crois que je vais republier cette vidéo si j'arrive à les trouver. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut rester sourd face, non, pas ici. Comment est-ce qu'on peut rester sourd face à ces genres de propos, quoi. À la limite, ce sont les genres de vidéos provoqueraient carrément, euh, qui provoqueraient carrément une révolution totale. Mais euh, la France, les Français sont là comme si c'était, voilà, comme si c'était normal, quoi. Pour les Français, c'est comme si c'était normal. J'avais fait cette vidéo. Il y a de cela, euh, même pas, je crois même pas, ouais, c'était à peine un mois. Un mois à peine, mais pour le français, c'est tout à fait normal. Regardez ce que je disais. Pourquoi est-ce que la France ne quittera jamais le Sahel? La France ne quittera jamais le Sahel, mais en tout cas, même avant de quitter, en tout cas, elle est prête à commettre un crime odieux. Elle est prête à commettre déjà qu'elle est en train déjà d'enfreindre toutes les lois des souverainetés des nations comme le Niger, le Mali, le Burkina et autres. Et en plus, la France a enfreint aussi euh, les, les règles de l'ONU pour pouvoir aller envahir, pour pouvoir aller jusqu'à même revendiquer une opération militaire afin d'aller justement récupérer quoi? Contre un individu qui n'a même plus la légitimité de son peuple. On a vu récemment 2 millions de Français sont sortis pour pouvoir réclamer le départ des bases militaires hors du territoire français, le départ de l'ambassadeur. Plus de 2 millions de Nigériens. Mais la France est en train de jouer les sourds-muets. Malgré ça, il maintient toujours euh, sa politique meurtrière de pouvoir mener une opération militaire, quoi, qui coûterait la vie à des centaines de milliers de personnes, en utilisant, bien sûr, des pays valets, des pays larbins comme le Nigeria, le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, pour envoyer leurs troupes au sacrifice, pour envoyer leurs troupes au suicide. Regardez pourquoi est-ce que la France ne va jamais quitter le Sahel, en tout cas, même si elle doit quitter, mais en tout cas, bref, de toute façon, elle quittera soit par la grande porte, soit par la petite porte, comme elle y est toujours habituée. Mais ce qui est sûr, avant que la France ne quitte, elle, elle laissera des plumes. La France va laisser des plumes. Mais à quel prix? À quel prix? Voilà.
Voilà, c'était Jules Platré qui s'exprimait. Pourquoi est-ce que la France ne veut pas quitter? Après avoir été chassé d'autres pays. Donc, il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présent. J'ai hier devant l'ambassade française à Niamey, dans les campagnes qui s'est tenue. LR de Chalon-sur-Saône et coprésident. Je vais mettre du début et vous allez me suivre. Du groupe laïcité de l'Association des maires de France. Bonjour, Gilles Blatter. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La grogne des policiers, les garanties accordées par Gérald Darmanin, les émeutes avec le couvre-feu que vous avez instauré dans votre ville, mais aussi la loi anti-squat ou encore la Gay Pride dans des campagnes qui s'est tenue ce week-end du côté de la Vienne. On va revenir sur l'ensemble de ces sujets, mais d'abord la situation au Niger après le coup d'État qui a secoué le pays. Mercredi dernier, des manifestations ont éclaté hier devant l'ambassade française à Niamey. La France affirme qu'elle répliquera de manière, je cite, immédiate et intraitable en cas d'attaque contre ses ressortissants. Ça vous inquiète tout particulièrement ce qui arrive en ce moment au Niger? Ce qui m'inquiète, c'est que la situation au Niger est en fait quelque part l'aboutissement de notre retrait progressif du Sahel. La France en est chassée État après État au profit d'ailleurs. Il y a eu le Mali, le Burkina Faso c'est déjà. Ça, un coup d'État militaire, immédiatement les ressorts anti-français sont présents. Je voudrais quand même être clair, il y a effectivement des populations dans la capitale qui s'en sont pris au symbole de la France. Ça ne veut pas dire que la population totale du Niger est anti-française. Il faut se méfier des manipulations payées par la Russie qui s'est... Regardez-moi ce genre de conneries. Il faut se méfier des manipulations payées par la Russie. On vous dit que vous êtes le cancer, vous êtes la plaie qui est en train de puanter justement euh, le pays en question. Et vous, au lieu de prendre la responsabilité, la France doit toujours trouver des boucs émissaires. Et aujourd'hui, on est en train de jeter justement la responsabilité, soit disant que non, si le Niger veut se libérer d'elle-même, enfin, le Niger n'est pas capable de se libérer de lui-même. Si le Niger le fait, c'est parce qu'il y a la Russie qui est derrière, qui est en train de payer des gens pour que ces gens sortent avec justement ben voilà, des drapeaux supporters de la Russie, des drapeaux où l'on montre des effigies de Poutine et autres. Vous voyez? C'est exactement ça. C'est à cause de ce genre de comportements paternalistes, de comportements condescendants. Voilà pourquoi est-ce que la France est en train de perdre la face avec ces anciens pays colonisés et qui d'ailleurs même des relations n'ont jamais rien donné après autant de siècles. Très bien aussi financé quelques émeutes. Tu entends ce qu'il dit? Est-ce que tu as entendu ce qu'il dit? Il faut se méfier de la manipulation il faut se méfier de la manipulation faite aussi par la Russie. Faite aussi. Donc, ça veut dire que avant, il y avait quelqu'un d'autre qui le faisait. En l'occurrence, c'était qui? Ben justement, le pays qui occupait justement ce pays. Donc, faites aussi. Donc, eux, ils sont en train d'accuser la Russie parce que eux aussi le faisaient. Pour comprendre le jeu de mots là. On continue. Pour que ces drapeaux soient brandis et que le monde entier croit qu'elle a récupéré finalement la mise en Afrique. Donc, en tout cas, dénoncez très précisément l'implication de la Russie d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas le seul à le faire. Enfin, je pense qu'il est évident que les ressources minières du continent africain et le positionnement stratégique, en l'occurrence en uranium sur le Niger, intéressent fortement Moscou et que Moscou fait tout pour nous déstabiliser. Donc on verra quelle est la position de la junte qui vient de prendre le pouvoir et renverser le président vis-à-vis de Moscou. Je serais surpris qu'elle y soit hostile. Et en tout cas, la France, et pour le coup, je suis peu suspect de soutien à M. Macron, mais je trouve que sa réaction a été proportionnée. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc... Ah, nous ne pouvons pas quitter le Niger. Pardon. Un pays souverain, un pays indépendant. Il est dit, hein? Voilà.
ils ne quitteront pas. Ils ne quitteront jamais le Niger. Ça en dit long. Ça en dit long sur sur ce qu'a toujours été l'esclavage, sur ce qu'a toujours été le colonialisme, hein. Comme je l'ai dit toujours, en fait, les ancêtres des Français qui ont perpétré justement l'esclavage, qui se sont abreuvés justement de bénéfices, des profits qu'a généré le colonialisme, ce sont aujourd'hui les enfants de leurs enfants qui continuent toujours à perpétrer cette politique. En l'occurrence, toutes ces personnes que vous voyez au pouvoir euh, en train justement de mener justement la politique de la France en bateau. Et tout ça dans l'indifférence totale de la population française, qui, elle, est justement sous soft power. En gros, manipulée, en fait. C'est ce monsieur qui le dit. Voilà, il faut quitter. Donc, pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique, notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin. Notre retrait nous ferait coûter très cher à terme. Donc, voilà pourquoi ce qui justifie au fait la présence de la France au sein de ces anciennes colonies. Ah. Donc, je vais stopper ici pour pouvoir faire justement un commentaire. Ces messieurs prétendent qu'ils ont fait un sondage parmi les 19% des sondés. Donc, la majorité veut que la France reste. Moi, je voudrais savoir quel est cet organisme qui est parti faire les sondages auprès de la population nigérienne pour aller prendre leur avis sur euh, le fait que la France doit rester sur le territoire nigérien ou pas. Comment est-ce que ce monsieur a-t-il pu obtenir les chiffres d'un sondage comme quoi les Nigériens, en tout cas la majorité, veulent que la France reste? Alors qu'on a vu ici récemment, il y a même à peine quelques jours, 2 millions de Nigériens sont sortis et ont été postés sur la base militaire française en train de réclamer le départ. Alors, je voudrais moi savoir, qui sont les 19%? Et vous entendez, et tu entends après, c'est dans l'intérêt crucial des Français que la France doit se maintenir au Niger. Parce qu'à partir du moment où la France quitte, c'est fini. La France sera recalée aux pays, des pays sous-développés. Ça, il faut le savoir. La France ne doit que sa puissance. La France ne doit que sa force. La France ne doit sa richesse qu'aux pays colonisés. Voilà pourquoi la France s'enorgueillit. Voilà pourquoi la France est en train de rayonner à travers le monde. Parce qu'elle a sous sa coupole les pays colonisés où elle tire la majeure partie de son pouvoir à travers leur sous-sol. Donc, il faut maintenir ces pays colonisés pauvres, il faut maintenir ces pays colonisés sous, sous-développés. Il ne faut pas qu'ils développent leurs industries. Pourquoi? Nous allons exploiter leur sous-sol, nous allons transformer à l'étranger et puis nous allons ramener dans leur pays et eux vont acheter les mêmes matières premières qu'on a pris, qu'on a volé. Je dis bien volé, hein, ce n'est même pas pris sous un marché, sous un accord deal, sous un deal win-win. Non, qu'on a volé, qu'on a transformé, on a fait des bénéfices et ils viennent nous imposer les prix. Et c'est comme ça la France s'est enrichie. Mais la population, on leur fait croire que non, c'est à travers les taxes qu'un pays se développe. Bullshit, c'est du n'importe quoi. Les taxes n'ont jamais développé un pays. Les taxes n'ont jamais construit un pays. La preuve, les États-Unis ont été construits sans taxes. Il a fallu que jusqu'à 1900, rien que juste ici, 1900, je ne sais pas, il a fallu jusqu'à 1913 ou je ne sais pas quoi, que que la taxe a été instituée, que l'impôt a été institué de manière permanente, que le prélèvement à la source a été institué.
De 1700 à 1900, l'Amérique s'est développée sans taxes. Sans taxes. Mais aujourd'hui, voilà, des messieurs comme ça s'expriment librement. Mais pour le français, ça passe comme si voilà, on est en train de chanter une chanson douce. C'est comme si c'était Johnny Hallyday qui chantait à leurs oreilles, quoi. Et ils sont là tétanisés, ils sont là endormis. C'est grave, très grave. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter là-dedans? On continue. Besoin de rester très présent sur le continent africain. J'allais dire que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la... Ouais, c'est la seule base qui nous reste. Si on perd cette base, en gros, en fait, la France sera foutue. La France sera foutue. C'est la seule base qui nous reste. Sans cela, la France est dans la merde. Ça veut dire que cette fois-ci, elle sera obligée, en tout cas l'élite française sera obligée de pouvoir appliquer les justes prix du marché. Cette politique obscure qu'on a toujours cachée aux Français moyens. Il faut justifier justement la pauvreté de ces pauvres pays africains. Il faut justifier justement le fait qu'on soit toujours présent dans ces pays africains pour que nous nous enrichissions, pour que nous continuions toujours à vivre dans la gloire au détriment de ces populations locales. On continue. La seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc, il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Il y a un intérêt stratégique évident pour rester présente. Maintenant, pour pouvoir rester présent, donc, il va falloir trouver une raison. Quelle est cette raison qu'on va devoir avancer pour justifier notre présence dans les anciennes colonies? Il va falloir créer le terrorisme, il va falloir créer des guerres, il va falloir créer les génocides, il va falloir créer, peu importe, trouve-moi quelque chose, peut-être la corruption, la contrebande, en tout cas, tout ce qui est situation illicite. Ils seront obligés de pouvoir créer cela pour justifier leur présence et pouvoir s'abreuver de richesses minières. Intéressant, n'est-ce pas? Et je tiens encore à ajouter ici, en fait, toute cette politique que la France est en train de mener d'après les deux guerres mondiales, en fait, est une politique qui est née à partir de la philosophie du général de Gaulle. C'est voilà, le gaullisme, c'est ça. Le gaullisme, c'est voilà, tous nos anciens territoires qu'on a esclavagisés doivent toujours rester esclavagisés, doivent toujours rester sous notre coupe. C'est nous qui allons mettre des larbins au pouvoir afin de contrôler leurs richesses. Nous allons venir nous servir comme nous voulons et puis voler ces richesses, venir transformer chez nous et aller vendre ça à l'étranger, aller vendre ça à différents partenaires extérieur. Et nous, ça nous permettra d'être toujours plus haut, d'être toujours plus riche, d'être toujours plus, euh, voilà, comme les Français disent, à la mode, ce genre de trucs, pendant que les autres sont en train de souffrir, pendant que les autres sont en train de mourir, quoi. Toute personne qui essayera de s'élever et de demander la justice pour son peuple, tout candidat qui se portera à la tête du pouvoir, aux élections pour pouvoir défendre les intérêts du peuple, devrait être anéanti. Voilà pourquoi Général de Gaulle, avec son ami Foucault, a passé toute leur vie en train de fomenter des coups d'État sur coups d'État. Toutes les personnes qu'ils ont assassinées, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud, c'est parce que ces patriotes s'étaient élevés pour pouvoir défendre d'abord
les intérêts du peuple, mais dans un deal vraiment 50-50 qui aurait très bien pu arranger la France. Mais le gaullisme ne l'attendait pas de cette manière. C'est soit 100% ou rien. Vous imaginez? Il n'a pas fallu longtemps. La deuxième génération a dit niet. Nos parents ont peut-être accepté ça, mais pas nous. Pas nous. Pas nous. Nous n'accepterons pas cet accord injuste. Et voilà pourquoi la jeunesse, la génération des Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré et autres sont en train de remettre justement la pendule à l'heure pour essayer de voir les accords. Et ça irrite complètement l'État profond français. L'État profond, c'est celui qui élit la personne au pouvoir. Macron fait partie de l'État profond. En l'occurrence, il faut aller voir derrière ceux qui sont les Rothschild et autres. Donc, ce sont eux qui dictent à Macron comment est-ce que devrait être menée la politique française en Afrique et autres. On verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Écoute bien. Notre intérêt principal, c'est de rester le plus longtemps possible là-bas. Waouh! 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 Ce monsieur-là, je suis sûr qu'il ne fera pas long feu, dans la politique en tout cas. Parce qu'il est en train de tout déballer comme ça aux yeux de tout le monde. Alors que ces genres de propos, normalement, devraient rester cachés. Parce que l'élite française n'a jamais voulu que ce genre d'informations ne soient divulguées au sein de la politique. Il faut saupoudrer cela de soins humanitaires, aide humanitaire ou collaboration, partenariat ou ce genre de trucs à la con. Est-ce que tu comprends? Mais ici, il dit haut. C'est que l'élite française a toujours pensé, a toujours fait, mais de manière clandestine. Waouh! Le plus longtemps possible. My God. My God. Évidemment, de protéger nos ressortissants. Ils sont 5 à 600. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, mais écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Oui. Donc on voit bien que la junte n'a pas coupé tous les ponts et qu'elle elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que... En gros, ça veut dire, en tout cas à cette époque, que la junte n'a pas coupé tous les ponts. En fait, en gros, ils espèrent que la junte va pouvoir, réformuler, en tout cas, les accords coloniaux, les accords internationaux, comme on dit, avec la France. Voilà pourquoi ils sont là, la France est en train d'attendre, là, en train de baver carrément. Un peu comme ce qui s'est passé au Gabon. Voilà. Le Gabon, on a vu que la France n'a pas rechigné. Pourquoi? Parce que c'est la France qui était derrière le coup d'État. Mais vous avez vu ces double langage. Vous avez vu, en fait, ces doubles standards. Au Gabon, il y a eu un coup d'État contre un président démocratiquement élu. On ne parle même pas d'atteinte à la démocratie. Le narratif que l'Élysée a donné aux médias de pouvoir propager auprès de la population, c'est la dynastie de Bongo est tombée, la famille Bongo, c'est ça, je truc et autres. Par contre, au Niger, tu as la même situation, sauf que la population n'est même plus derrière le président. Un président soi-disant démocratiquement élu qui se met, au lieu d'appeler sa population pour venir le libérer, comme l'a fait Hugo Chavez au Venezuela, qu'est-ce qu'on constate? Le président qui est soi-disant démocratiquement élu va plutôt faire appel à la communauté internationale, aux États-Unis, à la France pour que la France vienne
le libérer. Donc, maintenant, à savoir, qui a élu ce président Mohamed Bazoum au pouvoir? Point d'interrogation. Maintenant, quand je vois certains narratifs où certains disent que possible retrait de la France du Niger, est-ce le début de départ, enfin le grand départ de la France du Sahel? Moi, je trouve que c'est des conneries. La France ne quittera jamais. En tout cas, pour qu'elle quitte, en tout cas, il faut qu'elle y laisse des plumes. Qu'elle y laisse des plumes. Quand je dis pas laisser des plumes, en tout cas, elle voudra toujours forcer cette opération militaire. Mais ça ne va pas finir sans un bain de sang. Ce que la France fait ici, c'est un bain de sang, en fait. L'ukrainisation du Sahel. Il veut ukrainiser le Sahel. Déjà qu'elle a violé tous les accords de l'ONU, de l'OUA, de la CEDEAO et peu en sort. Et maintenant, elle veut aller jusqu'au bout, elle veut du sang. Ce que la France veut, c'est du sang. Voilà pourquoi je dis que l'être humain ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. Pourquoi il le veut cela? Ben, il fallait remonter jusqu'à De Gaulle. Remonter jusqu'à De Gaulle. Et tu verras que la politique de la France envers l'Afrique n'a été entachée que du sang, du viol, de vol, de meurtre, d'assassinat, des génocides encore pas reconnus jusqu'à aujourd'hui. Avec la complicité, bien sûr, de tous ces larbins noirs qui sont à la tête des États. Maintenant, si la France ne veut pas aussi quitter, c'est parce que la France voit plus loin, voit plus loin. Déjà, à travers la libération du Mali et du Burkina Faso, la France est en train de vivre sous la hantise. Et en plus, en raison avec le Niger, cette hantise s'y est encore accrue de manière emphatique, de manière perverse. Récemment, il y a eu un sommet Russie-Afrique où on a vu plusieurs présidents africains défiler pour présenter les avantages qu'ont leurs pays dans le but de pouvoir collaborer dignement, dans le but de pouvoir collaborer, en tout cas en partenariat 50-50 avec la Russie. Je vais m'attarder à ce qui a été entretenu avec le Mali et le Burkina Faso, que beaucoup de gens n'ont pas vu vraiment, que beaucoup de gens n'ont pas vu venir. Là, moi, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Faut pas croire que c'est moi qui détiens la vérité. Non, c'est parce que j'ai lu ça dans des journaux. La Russie veut une relation de partenariat économique d'égal à égal. D'égal à égal. Pour cela, il faut lire le communiqué que Assimi Goïta a donné justement à la séance d'Open, à la séance d'ouverture où chaque président, chaque partenaire devrait justement lancer les balles par un communiqué, soit des bienvenus, et puis présenter, bref, comment on appelle ça, les avantages ou bien la problématique que chaque pays rencontre. Il devrait exposer ça à la Russie et ainsi, voilà, euh, ainsi trouver des alternatives, des solutions qui pourront aboutir à une quelconque partenariat. Quand Assimi Goïta s'est exprimé, et le Mali, Assimi Goïta du Mali, et puis Ibrahim Traoré du Burkina Faso se sont exprimés, on en a tous vu. Je fais même une vidéo sur ça. Donc, relation économique d'égal à égal, c'est-à-dire, si par exemple la Russie veut exploiter le lithium, le gaz, l'uranium, l'or, bref, le sous-sol du Mali, le sous-sol du Burkina Faso, en un mot, il faut que les Maliens, ça c'est une proposition, il faut que les Maliens, enfin, pas proposition, mais ce qui a été ressorti, il faut que les Maliens soient en mesure d'évaluer leurs propres besoins et leurs intérêts. Et en fonction de l'évaluation,
de leurs intérêts, la Russie maintenant va demander à leurs opérateurs économiques d'étudier, d'analyser aussi par rapport à cette demande, voir aussi quels seront aussi leurs intérêts à eux, et ainsi les encourager à investir en fonction des pourcentages que les Maliens vont proposer. Et si j'ai une bonne mémoire, récemment, la nouvelle constitution du Mali avait été votée où il en est sorti que l'or du Mali, en tout cas la richesse, tout ce que le Mali possède comme richesse minière, doit être transformé avant d'être exporté. Et si j'ai une bonne mémoire, le Mali visait un pourcentage de 50%. En tout cas, moi, je n'étais pas satisfait jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas déjà satisfait de cela. Mais je peux comprendre que, vu le contexte de transition actuelle, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, comme disait l'autre, comme disait l'INSEE. Mais une fois que la transition passée, il faut que le prochain gouvernement aille revoir ses accords. Je comprends que la transition ne peut pas tout faire. Bon, c'est après les élections du nouveau gouvernement que la renégociation des accords, en tout cas, de ces accords par rapport à l'exploitation et la transformation de, des richesses minières maliennes doivent être revues pour que vraiment la part du Mali, même la part du Burkina Faso, revienne à au moins, je dis bien, au moins 60%. Le Mali a besoin de créer un tissu industriel. Souviens-toi récemment aussi que le Burkina Faso a exigé que les accords, que les richesses du sous-sol aussi, ne doivent plus être exportées. Voilà pourquoi la France a supprimé l'aide. Je dis bien, la France a supprimé l'aide qu'elle octroyait au Burkina. Une valeur, je ne sais pas, de 400 millions d'euros. Toutes ces aides au développement à la con, là. Est-ce que vous savez c'est quoi aide? Aide, c'est quoi? L'argent qu'on vient prendre, qu'on vient voler à travers vos richesses du sous-sol, ils prennent, ils vont transformer chez eux. Ils disent que comme c'est nous qui créons votre propre monnaie, comme c'est nous qui dictons, qui imprimons votre monnaie, voici, nous vous donnons ceci. Nous vous donnons cet argent en tant qu'aide. Votre propre argent, hein, et on vient vous le donner comme sous forme d'aide. Je dois faire une vidéo, je dois, je dois faire une vidéo sur ça. Et c'est ça qu'on vient appeler aide. Leur propre argent. Alors que c'est eux qui dictent leur politique monétaire. Voici, nous vous donnons ça. Et vous avez intérêt à bien gérer cet argent pendant une année. De toute façon, la France sait que le montant qui a été fixé pour que le Mali ou les Burkina ou les Niger doit gérer est suffisant. Alors, ça va conduire, vu que le montant est suffisant, ça va conduire ces pays à pouvoir demander encore de l'aide. Non, on ne peut pas, ce que vous nous imposez, c'est peu. Ah, ok, comme c'est peu, il n'y a pas de problème. Nous allons vous ajouter de l'argent, nous allons vous donner un surplus, mais vous allez le rembourser avec des intérêts. Vous allez le rembourser avec des intérêts. Voilà ce qu'on appelle aide. On pense toujours que l'aide est gratuite, l'aide est gratuite. L'aide n'est jamais gratuite. Ton propre argent, on vient te le prêter, que tu dois rembourser encore avec intérêt. Si tu n'arrives pas à rembourser, il n'y a pas de problème. Alors, nous allons encore venir, nous avons remarqué que dans votre sous-sol là, il y a encore du gaz, il y a encore du pétrole. Ben voilà, voici les décrets, nous allons encore l'exploiter. Et puis, boum, une base militaire s'installe, interdiction à qui que ce soit de pouvoir approcher la ville où il y a la base militaire, où on est en train d'exploiter le terrain. À partir du moment où la population commence à ouvrir l'œil et autres, on se dit, si c'est comme ça, ok, ça va. Hop, terrorisme, boum, ça apparaît nulle part. Terrorisme apparaît. Ah.
Et toute la zone reste encore désertique. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que s'approvisionner. Des cargos viennent 200 fois par jour pour venir prendre et partir, prendre et partir, prendre et partir. Voilà comment ça se passe. En termes simples, la politique de la France envers l'Afrique. Et ça pendant des siècles et des siècles. Et tu t'étonnes que la France veuille s'en aller comme ça. Et quand on leur demande ben, combien représente l'uranium du Niger, la France, oh, ça ne représente que 3%, de toute façon, ça ne représente rien, on a assez de stocks. OK, si ça ne représente rien, pourquoi vous avez du mal à partir? Ah, d'ailleurs, l'opération Barkhane, c'est nous qui finançons, ça nous coûte 2 millions d'euros par jour. Oui, ça leur coûte 2 millions d'euros par jour. Ça coûte à la France 2 millions d'euros par jour. Mais si ça vous coûte autant d'argent et que vous vous plaignez, mais partez, utilisez cet argent pour les pauvres Français qui sont... En France, il y a beaucoup de sans-abri. En France, il y a énormément de gens qui n'ont pas d'emploi, des gens qui ont des problèmes avec la retraite. Prenez cet argent dont vous dépensez inutilement en Afrique. Après tout, ce sont des Noirs. Leur vie ne vous intéresse pas. Fermez simplement le robinet, prenez votre argent et puis allez le renflouer simplement dans vos caisses. Mais non, ils ne veulent pas. Ils disent, niet, nous allons rester là. Ils sont prêts à mourir pour rester là, dans un pays qui ne leur appartient pas. Voilà, la politique française. Donc, le Burkina Faso avait exigé aussi que, par exemple, que le coton doit être semi-transformé avant d'être exporté. Ce qui veut dire que le Burkina va lui-même fixer le prix de son propre coton. Donc, quand le Mali dit que notre or ne sortira plus brut, ça veut dire que le Mali vise à transformer elle-même son propre or. Non seulement le Mali va créer de l'emploi, ce qui va être très louable, mais il y aura un autre challenge que le Mali ici devra jouer le plus, c'est sur le besoin d'une source d'énergie. La source d'énergie. Parce qu'à partir du moment où vous décidez, qu'un pays décide de pouvoir transformer sur place ses propres richesses, ça veut dire qu'il faudra créer des industries. Mais ces industries, comment est-ce que les industries vont tourner? Il faut de l'énergie, il leur faut de l'électricité à temps plein et à régime, à temps plein, pour faire tourner toutes ces entreprises qui vont être créées autour de cela. Parce que c'est comme ça l'économie se développe. L'économie ne se développe qu'à partir du moment où tu transformes ta propre matière première. Et c'est là que le joker entre en jeu. C'est là que la Russie intervient, que la Russie devient un allié stratégique. La Russie, maintenant, pourrait proposer de créer, par exemple, des, des centrales solaires, ou bien des centrales thermiques, ou même à partir même, par exemple, de l'uranium du Mali, qu'on pourrait créer aussi de l'électricité. Bon, ça sera à long terme parce que je ne pense pas que le Mali soit encore dans un stade d'exploitation de son propre uranium. Le Niger, par contre, est mieux placé pour ça parce qu'il a déjà des infrastructures qui ont déjà été placées. En cela, le Niger maintenant devient un enjeu un enjeu géostratégique incontournable. À court terme, je dis, à court terme. Car avec l'uranium du Niger, le Niger vendra le, le produit transformé de l'uranium, donc le yellow cake. Le yellow cake, c'est une fois que l'uranium est extrait du sous-sol et qu'on transforme, ça se transforme en une pâte. On appelle ça cake, yellow cake, une pâte jaune. Et c'est cette pâte jaune qu'on transporte dans les usines en France. Et c'est ça qui va être transformé par de manipulation pour pouvoir maintenant créer de l'énergie.
Maintenant, or, ces usines-là, ces centrales nucléaires-là, la Russie peut très bien construire cela en partenariat avec le Mali. Au Mali, alors, une fois que l'uranium du Niger est transformé sur place en yellow cake, comme Areva et les autres le font, ils prennent cela, cette yellow cake, ils envoient ça au Mali pour la production d'électricité, mais cette fois-ci à un prix abordable et non pas venir prendre ça de manière gratuitement comme faisait la France. Donc, le Niger vendra son électricité, son énergie au Burkina Faso aussi à un prix abordable, de sorte qu'ils peuvent collaborer entre eux dans un marché commun d'échanges. Le Mali, le Burkina et puis le Niger. Donc, je vous donne de l'électricité à un prix abordable et moi, en retour, donc le Mali, avec de l'électricité, j'ai créé des produits manufacturés et autres qui seront exportés aussi chez toi pour être vendus et vice-versa. Parce que à partir il suffit déjà de voir, à partir de la centrale nucléaire en France, regardez tous les business qui sont développés, des business collatéraux en parallèle, qui dépendent directement ou indirectement, rien qu'à travers la centrale nucléaire. Imagine cette somme astronomique. Comment est-ce que... Imagine simplement en France comment c'est. Il y a le transport qui rentre en jeu. Il y a l'économie tertiaire qui va encore rentrer en jeu. Je ne te parle pas de toutes ces entreprises qui vont être créées rien qu'à cause de ça. Donc, tu vois, là, on quitte carrément du niveau du sous-développement au niveau de développement. Voilà. C'est ça. Et ça, la doctrine gaulliste, le gaullisme, Macron et son escadron de la mort ont vu venir cela. Parce qu'à partir du moment où le Niger aussi est en train de réclamer son indépendance ou bien est en train de revoir les accords, donc il y a le Burkina, le Mali, le Niger, c'est presque toute l'Afrique de l'Ouest. Ce sont les trois pays les plus grands, en tout cas, en termes de vaste. Et à cela, maintenant, tu ajoutes maintenant la porte d'entrée, l'accès à la mer qui est quoi? La Guinée-Conakry. La France a vu venir ça. Ce marché commun qui va être créé entre les trois États, avec de l'autre côté la bénédiction de la Russie qui va leur apporter toute la technologie nécessaire pour pouvoir développer ces industries. Quand la France a vu ça, voilà pourquoi ce monsieur dit, niet, nous devons rester là-bas. Mais à quoi ça sert de rester là? Toi que tu n'as même pas pu permettre à cette zone de pouvoir se développer. Tu vas rester là pourquoi? Toujours voler, tuer, assassiner, alors que d'autres partenaires veulent un échange 50-50, chose que toi, tu n'as jamais fait et que tu ne veux jamais le faire. Voilà le gaullisme. Voilà pourquoi il faut exploiter et transformer l'uranium du Niger au Niger. Voilà pourquoi il faut exploiter et transformer le pétrole, le gaz du Niger au Niger avant d'être exporté. Voilà pourquoi il faut développer et donner de la valeur aux produits du sous-sol. C'est ainsi que les emplois vont être créés. Et ces pays seront maintenant solvables maintenant auprès de la Banque mondiale. Ces quatre pays, le Niger, le Burkina, le Mali, la Guinée-Conakry, ne seront plus des petits pays où il faut imposer un ajustement structurel. Ils ne seront plus des petits pays où on viendra leur dicter comment faire de l'économie, parce que ça sera à eux-mêmes de pouvoir développer leur propre politique monétaire, qui ne dépendra plus de qui que ce soit, qui ne dépendra plus même de la France.
aucune banque ne viendra leur dire comment est-ce qu'il faut gérer leur économie. Personne. Ni le FMI, ni la Banque centrale, ni l'Union européenne, ni la Banque mondiale, ou bien encore d'autres rigolés que j'entends qui viennent parler d'aide au développement à la con. Parce qu'on n'entendra plus parler de cette aide au développement. En fait, l'aide au développement va même changer les camps. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso seront sur la voie de développement. Et ça, la France ne veut pas du tout entendre parler de ça. La France ne veut pas du tout entendre parler de ça. Parce que à partir du moment où ces pays atteignent la voie de développement, je dis bien en voie de développement, même pas développé, mais en voie de développement, ça veut dire que le rayonnement de la France à travers le monde sera recalé. La France, qui est considérée cinquième pays, la puissance mondiale, va devenir peut-être dixième ou un truc comme ça. Donc, elle ne pèsera plus sur les négociations internationales. Voilà pourquoi De Gaulle voulait maintenir, coûte que coûte, la domination, l'impérialisme économique de la France sur ces pays exploités. Et toutes les bases militaires que tu vois en Afrique et autres, tout ça, ne servent simplement qu'à alimenter ces terrorismes et autres, ne servent simplement là en tant que des surveillances, en train de repérer, de tracer qui seront les patriotes des pays qui viendront justement éveiller la conscience du peuple. À partir du moment où on le repère, qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'abattre. Il faut l'abattre parce que ça va être résolu de manière chirurgicale. Alors que s'ils sont en France, le temps de pouvoir préparer les troupes et autres, ça prendra du temps. Parce que pour que la France, je dis bien, pour que la France intervienne dans un pays en Afrique, il faut l'aval de la commission sénatoriale. Mais malheureusement, toutes les interventions de la France, même à Hollande, même en, comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire, ou bien ici, là, récemment, je ne sais pas où, la France l'a toujours fait sans l'accord de la commission électorale. C'est Macron qui décidait contre, contre même l'aval même euh, du gouvernement. Tu imagines? C'est ce que la France est en train de faire aujourd'hui euh, à l'ONU. Lorsqu'il est en train justement de pousser la CEDEAO à travers Ouattara, Talon, Macky Sall et autres, pour pouvoir intervenir au Niger. Actuellement, Ouattara a déjà donné ses troupes. Les mercenaires qui ont permis au président Ouattara de pouvoir accéder au pouvoir en Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes troupes aujourd'hui qui se retrouvent dans la frontière au Nigeria et qui sont prêts à entrer. La France est en train de préparer cette guerre. La France est partie maintenant activer la Légion étrangère, activer ses anciens rebelles pour que ceux-ci viennent maintenant causer du désordre. Parce qu'à partir du moment où il y a du désordre, ça veut dire qu'il y a une certaine zone qui sera sous embargo. Alors, il y aura une barricade et en général, c'est toujours les zones où il y a de la richesse, hein, crois-moi. C'est toujours des zones où il y a des richesses quelque part. C'est dans ce moment que viendront maintenant piller, voler et puis amener. Piller, voler et puis amener. C'est comme ça s'est passé. Mais bon, moi, l'idée ici à travers cette vidéo, c'était que moi, je ne pense pas que la France va se retirer. En tout cas, avant de se retirer, comme l'histoire l'a toujours montré, c'est toujours un meurtrier qui voudra toujours qu'il y ait du sang. Et c'est à travers le sang que la France a toujours maintenu la population sur la crainte, la population africaine sur la domination. Mais malheureusement pour elle, elle est en train de faire face à une nouvelle génération. Cette génération, surtout nous en tout cas, c'est notre génération. On est une génération tampon. On a entendu, on a vu comment est-ce que nos pères ont été au nu, nos ancêtres ont été au nu.
ont été maltraités et on ne veut plus. On a vu comment est-ce qu'à l'extérieur, on a voyagé, on s'est éduqué et on a vu que non. Cette maltraitance, cet impérialisme ne doit pas continuer en fait. Il ne doit pas continuer de la sorte. Alors on est prêt à tout. On est prêt à tout. Oui, il y a toujours des lâches. Je sais, il y a toujours des lâches comme à l'époque. Hein. Il y avait toujours des lâches. Ces lâches même sont là. Tu le vois même au pouvoir. Pendant qu'un peuple, des patriotes sont en train de se battre pour pouvoir libérer leur peuple, d'autres vers leur barrer la route. Regarde-moi, 2 millions de Nigériens qui sont sortis, qui sont en train de soutenir les militaires au pouvoir, mais vous leur dites que non, on s'en fout, on va venir quand même vous faire la guerre. Imagine cette mentalité. Et les Français sont là. Oh, c'est pas grave, je veux regarder koh. Oh, Macron dit ça au bof, c'est pas grave, je veux regarder Cyril Hanouna. C'est incroyable. Incroyable. À l'ère des réseaux sociaux, ben, j'ai l'impression que les cerveaux des Français sont comme tétanisés, sont comme, comment on appelle cette substance-là? Euh, Anesthésie, voilà. Ils sont comme anesthésiés. C'est grave. Mais bon, c'est ça que j'avais à dire. Hein. C'est si la France ne veut pas quitter, c'est parce que la France a vu venir. Et parce que pour que la Russie puisse pouvoir coopérer pleinement avec ces trois pays, il faut que le Mali, le Niger et le Burkina Faso puissent sortir du franc CFA. Parce qu'à partir du moment où ils vont sortir du franc CFA, ils doivent penser maintenant à pouvoir créer une monnaie commune. Aux trois seuls, ça suffit. Si la Guinée intervient, parce que pour pouvoir avoir accès à la mer, ça va être magnifique. Ils vont créer, ils vont créer un marché commun entre eux. Parce qu'à partir du moment où ils sortent du franc CFA, la France est obligée de leur rendre tout l'or qui est stocké là-bas en France. Chose que la France ne fait pas. Alors là, maintenant, tu verras que les BRICS vont maintenant essayer de leur tendre la main. Et tu verras à ce moment comment est-ce que la Russie, la Chine et autres vont se porter maintenant garants pour pouvoir investir massivement auprès de ces pays afin qu'ils se développent. La vision, tout est une question de vision. Mais pour ça, la France, ça c'est ce que la France a vu. Et la France ne veut pas que ça puisse se produire. Et voilà pourquoi j'exhorte vraiment, bon, voilà pourquoi la France est en train de leur barricader, de mettre tout le temps les bâtons dans les roues, d'aller activer à travers la Légion d'honneur certains groupes terroristes par-ci, certains groupes terroristes par-là. Ça, c'est justement pour pouvoir affaiblir encore de plus en plus le peuple malien. Parce que cette transition au Mali, au Burkina, au Niger, ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler. Comment est-ce que tu veux travailler quand tu es en insécurité? Même toi qui es en couple, quand tu te sens en insécurité, dis-moi, comment est-ce que tu veux t'épanouir? Comment est-ce que même tu vas arriver à dormir calmement si tu sais que ton partenaire qui est là risque de te poignarder? Ça va pas. Ça va pas. C'est ce que je ne comprends pas. Comment est-ce que le peuple français laisse leurs autorités agir ainsi? Je ne comprends pas. C'est incroyable. Et de l'autre côté, j'exhorte aussi à tous ces pays, j'espère qu'ils ont leur vision va plus loin que simplement revendiquer leur autonomie, leur liberté. C'est bien d'avoir la volonté de pouvoir se libérer, mais c'est encore plus que de se donner encore les moyens pour pouvoir non seulement accéder à cette liberté, mais aussi de gérer aussi pendant que vous avez cette liberté. La volonté, c'est bien, mais il faut se donner les moyens. Comment est-ce que tu vas te donner les moyens? La vision. Quelle est ta vision à long terme? Vous avez des échanges avec la Russie, c'est très bien, mais regardez vos intérêts. Est-ce que vous comprenez tout ce que vous possédez comme force
actuellement, à l'ère où les cartes de la redistribution des pouvoirs sont en train d'être redistribuées, est-ce que vous comprenez votre pouvoir ou pas? Plusieurs pays africains ne comprennent même pas. Quand je vois certains pays d'Afrique centrale, ils sont encore là en train de balbouter, balbouter, en train d'avoir ah, la vision, la vision. Voilà pourquoi je suis vraiment très, très, très content de pouvoir, quand j'entends le président, le capitaine Ibrahim Touré, quand je vois le président Assimi Goïta, c'est incroyable. C'est incroyable de voir des jeunes comme ça qui sont éclairés. Pourtant, ils n'ont pas fait Sciences Po, ils n'ont pas fait vos études à la langue, à la con, tous ces genres de trucs. Rien de tout ça. Et pourtant, ce sont des choses basiques. Ce sont des choses basiques. Mais on ne veut pas permettre à ces pays de pouvoir accéder à cette liberté. Chose que la France oublie, que si ces pays deviennent libres, ça sera aussi à l'intérêt même des Français. Parce qu'il y aura un marché où ils vont commencer à pouvoir dealer 50-50. Mais le problème est que pendant des siècles et des siècles, l'oligarchie qui est là au pouvoir est toujours habituée à voler, 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 voler. Même malgré le vol, on est en train d'imposer des taxes et des impôts très lourds à la France. Tu imagines la sottise que c'est? Même malgré le vol, parce qu'il faut voir Areva qui exploite l'uranium au Niger. 90% d'actionnaires, c'est l'État français. Il a volé, volé, volé. Même malgré ça, regarde à quel prix on est en train de vendre le prix de l'électricité en France. C'est exagéré, c'est pas normal. Ce n'est pas normal quand même. Et c'est là que je vois que même, non, l'oligarchie même française, c'est fou même de la population française. En fait, la population française, eux, les revendications, la liberté que le Niger, le Burkina, le Mali est en train de revendiquer, en fait, vous êtes dans le même combat. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne comprends pas comment est-ce que la population française peut être muette, peut être désintéressée à ces points. C'est le même combat. C'est-à-dire, on vient vous vendre des matières premières qu'ils ont volées gratuitement. Ils viennent transformer ça à un prix. On est en train de vous vendre ça plus cher, comme s'ils avaient acheté ça à un prix normal, alors qu'ils ont volé. Et malgré ça, vous êtes taxé encore dessus. C'est grave, hein? À partir du moment où le président Abdourahmane Tchani est arrivé au pouvoir, ils ont dit qu'il faut revoir les accords internationaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum, l'électricité a augmenté au Niger. Euh, en France. Bah, le mois après, au mois d'août encore, boum, plus de 10%. Septembre encore, ils avaient annoncé. Je ne suis pas encore allé me promener sur vie publique en France pour aller voir qu'est-ce qui a été décidé. Ça ne fait qu'augmenter, ça ne fait qu'augmenter. Mais bon, bref, c'est ça que j'avais à dire. Désolé, je parle un peu beaucoup. J'ai mélangé plusieurs thèmes, hein. Bon, tu me connais, hein, quand je m'emporte, je suis un peu ouïa ouïa. Bah, bon, il faut comprendre, hein, je suis en train aussi d'apprendre, hein. Je suis nouveau sur le game YouTube. Je dois apprendre à pouvoir condenser l'information, être très bref, aller droit. Mais en fait, c'est juste pour te dire qu'en fait, tout est interconnecté en fait dans ce que je suis en train de dire. Mais bon, à l'avenir, je ferai attention, je vais commencer à diviser pas mal mes vidéos, mais par manque de temps, tu comprends bien que voilà, ce n'est pas du tout évident. Moi, je voudrais ta contribution à ces thèmes. Parce que pourquoi? Bon, la France ne va jamais aller, elle va perdre ses plumes. Elle veut toujours la guerre avant qu'elle puisse vraiment se décider à aller. Si elle est déjà capable de pouvoir enfreindre les décrets, les lois de l'ONU pour pouvoir s'imposer au Niger, au Niger, celui de l'Union africaine, la CEDEAO même, n'en parlons pas.
Devant quoi est-ce qu'elle va encore reculer? Rien. C'est ça le malheur. Mais bon, dis-le-moi dans les commentaires. Je voudrais aussi ta participation. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.